Bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine de la semaine sur Gabon 24. Ici, l'Afrique, en grande partie consacrée au 25e anniversaire de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. L'analyse de la longue lutte des Noirs sud-africains pour la défense de leurs droits s'invite au débat avant de tutoyer toutes les conséquences de cette sombre page de l'histoire en regardant le présent et l'avenir de la nation arc-en-ciel de Nelson Mandela sur ce plateau de Gabon 24. Saluons Arnaud Lilian Billier qui vient de remplacer au pied levé à notre invité. Bonjour Arnaud. Bonjour. L'intéressé, après avoir marqué son accord de principe, a décommandé sa participation au débat. Merci Arnaud pour votre promptitude. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. Avec nous également Barry Mbom, expert consultant en communication et organisation stratégique. Vous avez souvent travaillé pour certaines missions du FMI, de l'Union européenne. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous tous dans Ici et l'Afrique. On va démarrer cette émission par le Bénin. Pour commencer, les élections législatives se sont finalement tenues en l'absence de l'opposition à Cotonou. Dans le reste du pays, la mobilisation des dernières heures de campagne électorale n'a pas été au rendez-vous, mais le pari électoral du président Talon a été tenu. Voyez ce reportage. Réputé pour être un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, c'est pourtant sans grand engouement que le Bénin s'est préparé à désigner ses 83 députés ce dimanche. Un scrutin sans grand enjeu, comme le témoigne le peu d'affluence dans les bureaux de vote de Cotonou, la capitale. Pour cause, l'opposition tout entière a été écartée du processus. Seules les listes des progressistes et des républicains, deux partis proches du pouvoir, ont pu présenter des candidats. Bon, on a démarré à secteur 00 et tout se passe bien. Et déjà, on a moins de 10 votants déjà. Et le nombre d'inscriptions chez nous, c'est 455. Le premier constat, vous le voyez avec nous, les électeurs ne sortent pas encore. De l'autre côté, il y a eu une petite défaillance au niveau des membres du bureau de vote. Je ne sais pas si c'est la phobie. Il y a des bureaux de vote, on a eu que le président et que le premier assesseur. Selon Amnesty International, la vague d'arrestations arbitraires de militants politiques et de journalistes et la répression des manifestations pacifiques qui ont précédé ces élections ont atteint un niveau alarmant au Bénin. Depuis le mois de février, tout mouvement social ou manifestation de l'opposition a été interdit et dispersé par des gaz lacrymogènes. Le nouveau code électoral voté par le Parlement fin 2018 vise à assainir la multitude de partis enregistrés. Près de 250 pour un pays de 12 millions d'habitants et 5 millions d'électeurs enregistrés. Et tout de suite, on ouvre le débat sur ce plateau. Le fait est inédit pour être souligné avec deux traits. Une élection qui se déroule au Bénin, considérée, à tort ou à raison, comme laboratoire de la démocratie en Afrique francophone, sans la participation de l'opposition. Comment l'interprétez-vous ? Mais d'abord, c'est très malvenu parce qu'aujourd'hui, les gens ont clamé haut et fort que les hommes politiques ont fait trop de la politique. Le Bénin, aujourd'hui, a réussi une transition d'homme politique à homme, on va dire, à homme d'affaires. Et on a remarqué que ces hommes d'affaires, cet homme d'affaires, quand il arrive au pouvoir, il fait bien pire que les hommes politiques. Le Bénin a été cité pendant longtemps comme étant exemple de démocratie et comme l'a souligné tout à l'heure, étant un laboratoire de démocratie. Mais nous avons l'impression que ce laboratoire de démocratie a eu comme résultat quelque chose de pas bien à l'air Talon. Donc il faut comprendre par là que ce n'est pas de bonne loi que M. Talon ait préféré avoir une élection sans opposition. On parle des réseaux sociaux qui sont complètement coupés depuis ce matin au Bénin, à Cotonou et dans tout le reste du pays. Un pays en panne des réseaux sociaux, un pays en panne de démocratie. Doit-on réduire ce qui s'est passé aujourd'hui à une simple déculottée de Yahi Boni et de Nissofor Soglo qui ont appelé à boycotter ce scrutin ? Ismaël, c'est assez caractéristique du nouveau paysage africain où on ne comprend plus rien du tout. Comme disait Arnaud tout à l'heure, c'est incompréhensible. Quand on regarde ce qui se passe au Bénin, on se dit, mais est-ce qu'on va à reculons ? Est-ce qu'on va à reculons ? Ou alors, est-ce qu'il est aujourd'hui question de dire que tout ce que l'Afrique a pu engranger en matière de développement de la démocratie, il faut l'oublier ? C'est plutôt le sentiment que j'ai,
que les nouvelles élites qui arrivent ramènent l'Afrique moins que ce que nous étions en 1960, dans les années 60. C'est parfaitement incompréhensible que les moments, quand on regarde la situation au Bénin, comment peut-on penser que M. Talon, qui est venu avec trompette en disant qu'il va rénover les choses, qu'il va s'inscrire dans une démocratie parfaitement intégrée, aujourd'hui fasse machine arrière. Je pense que là, on est dans une reculade qui ne dit pas son nom. Est-ce que l'opposition actuelle, avec le fait qu'elle n'ait pas participé aux élections législatives, ne court pas le risque de disparaître pendant au moins 5 ans? D'abord, pas de disparaître, mais plutôt de muter. Il faut remarquer une chose. Depuis 2005, toutes les phases où l'opposition a décidé de boycotter, c'est souvent soldé par une prise de pouvoir, on va dire, flagrante du pouvoir en place. Donc, ça veut dire que cette manière de dire on boycotte les élections, pour moi, c'est une façon de dire on va surseoir, mais on va asseoir le pouvoir en place. Parce qu'eux, ils ne vont jamais reculer. Oui, ils vont mettre les mesures en place. L'opposition n'a pas décidé de boycotter les élections. Oui, il se trouve que le nouveau code électoral a créé des conditions, des restrictions qui ont mis une bonne partie de l'opposition en dehors du jeu électoral. Oui, mais il y a aussi eu des appels au boycott. Et ça aussi, il faut comprendre que c'est un enjeu majeur. Au niveau du Bénin, c'est vrai qu'il faut se comprendre que Talon, à travers naturellement sa promesse de dire que nous allons avoir une certaine démocratie, s'est rendu compte que la manière à laquelle il pensait gouverner, parce que lui avait mis l'accent sur l'économie, il avait besoin de se réaliser politiquement. Et malheureusement, politiquement, il n'y arrive pas parce que le jeu économique doit faire face à une certaine politique. Et on va dire qu'il se mêle un peu les pinceaux, il n'arrive pas à comprendre. Vous allez comprendre d'abord au départ qu'il avait augmenté, moi ça ne m'étonne pas, qu'il ait suspendu l'Internet, parce qu'il y a de cela 2 ou 3 mois, il avait demandé à ce qu'on augmente le coût du débit. Et la population béninoise s'est élevée parce que généralement, ils ont su que c'est à travers ça que les réseaux sociaux allaient être limités, l'accès allait être limité, que ceux qui pouvaient avoir certains moyens pouvaient se permettre d'aller s'informer. Donc, au vu de cela, limiter la parole aux gens à travers la suspension, la suppression momentanée des réseaux sociaux, c'est de dire que nous sortons plus ou moins de la démocratie. Oui, mais le fait qu'on suspende des réseaux sociaux en période de crise politique peut aussi éviter dans une certaine mesure la diffusion de fausses nouvelles. Oui, mais c'est devenu comme une constante. Je ne sais pas si ces élites politiques-là s'inspirent peut-être de l'ère du temps, parce qu'à la limite, on se dit, est-ce que c'est un gadget de toujours fermer les réseaux sociaux? Je pense que là, il y a une erreur politique assez importante. Et comme on le disait là tout à l'heure, je pense que quand Talon arrive au pouvoir, il a une lecture du Bénin d'aujourd'hui. Nous sommes dans une période où les libertés fondamentales sont promues à travers le monde, même lorsqu'on ne le veut pas, qu'on le veuille ou non, les gens aujourd'hui s'expriment. La peur, n'est-ce pas, du politique est, dans tous les pays africains aujourd'hui, quelque chose d'assez dépassé. Les gens parlent comme ils le veulent, les gens disent ce qu'ils pensent. Donc je pense que lui-même, il est très en retard sur les mentalités africaines. Et mon voisin disait là tout à l'heure qu'il se mêle un peu les pinceaux parce qu'il ne connaît pas le profil du nouveau Béninois. Et donc, il arrive au pouvoir avec cette mentalité du pouvoir de 1960 où on se disait le président de la République ou bien les élites politiques, c'est des demi-dieux. Donc, il constate qu'en face, il a des populations qui n'ont plus, entre guillemets, peur du pouvoir, c'est-à-dire que les gens se sont accommodés, les gens se sont développés. On voit les modèles qui se font en Occident à travers le monde, etc. L'homme politique aujourd'hui doit être quelqu'un de beaucoup plus proche de ces populations, de beaucoup plus assertif, de beaucoup plus sympathique. Donc, la distance politique entre le politique et les populations est parfaitement restreinte aujourd'hui. Il ne l'a pas compris et il pense donc qu'il peut utiliser les effets de levier en termes de traquer la population, en termes de faire peur. Je pense que c'est ça le problème. Il n'arrive pas à trouver son là et donc il faut qu'il trouve des moyens. Mais c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. C'est peut-être un constat partagé. Est-ce qu'on peut parler, parce que Barry le soulève très régulièrement depuis que nous avons démarré cette émission, il parle de l'élite politique africaine. Est-ce qu'elle est en crise? Vous le pensez? Moi, je pense que l'élite politique est en crise. Pourquoi? Parce que vous avez 2 sortes de politiques en Afrique. Vous avez ceux qui veulent faire de la réelle politique, qui sont parfois des républicains, patriotes, qui disent « nous, c'est la nation que nous venons mettre en avant ». Vous avez d'autres, malheureusement, qui sont souvent entourés de ceux qui ont le pouvoir politique, ceux qui font dans le militantisme, l'individualisme. C'est-à-dire, lui, c'est la personne qui l'intéresse
et non la chose politique, et non l'État, mais la personne que je dois défendre. Et malheureusement, quand vous avez des personnes qui, eux, c'est la personne qui intéresse et non l'État, vous avez des résultats comme ceux que nous avons au Bénin. Parce que comprendre que nous sommes au XXIe siècle et dire et trouver comme argument de suspendre les réseaux sociaux afin de sortir la vérité des urnes, c'est un peu contradictoire, sachant que la vérité qui doit sortir des urnes doit être confrontée par l'opinion publique. Oui, mais vous ne vous êtes pas beaucoup appesanti sur cette question que je vous posais, parce qu'on sait qu'en situation de crise, il y a aussi souvent, il y en a qui profitent de cette situation-là pour diffuser de fausses nouvelles, et parfois avec un risque évident de parvenir à une insurrection. Oui, Ismaël, mais moi, je pense que c'est une pirouette. En réalité, on est dans un monde très ouvert. Oui. Je pense que nos téléspectateurs, il y a des spécialistes. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien cacher. Au moment où nous sommes dans cette station de télévision, au cœur de cette émission, les gens la suivent sans avoir besoin de télévision, parce qu'on est entouré de satellites. Si on veut suivre ce qui se passe, il y a aujourd'hui tous les moyens techniques sont en place pour que vous puissiez cacher une vérité, mais en réalité qui est une vérité de la palisse, parce que les gens savent. Donc moi je trouve que c'est une pirouette de dire « Ah ouais, parce qu'il y a des messages, les gens vont exagérer ». Imaginez, prenons un cas d'exemple, sur 100 personnes qui votent, s'il y en a 99 qui sont contre le vote, quelles que soient les modifications que vous allez faire, il va apparaître clairement que les gens ont été en faveur ou en défaveur du vote. Donc, dire que les gens vont modifier par cette manipulation le vote, je trouve ça un peu éculé et d'un raisonnement assez élémentaire. Ça veut dire que les législatives d'aujourd'hui au Bénin vont se jouer beaucoup plus sur l'enjeu, c'est le taux de participation. Oui, ça c'est l'enjeu politique. Pour moi, c'est même pas ça l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'est le renforcement du cantalon qui est l'enjeu. Là, il a mis des pions en place pour dire je vais renforcer mon pouvoir à travers ça. Et ce qui est drôle, c'est que, quand vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que le fait de suspendre momentanément les réseaux sociaux n'est pas un moyen de verrouiller les fake news? Mais moi, je dis non. Bien au contraire, parce que si on a la capacité de verrouiller les fake news, nous avons aussi la capacité d'émettre aussi la vérité. C'est aussi clair que cela. Tout ce débat reste donc très relatif. On verra dans les jours à venir qu'est-ce que la démocratie béninoise va nous réserver comme rebondissement. L'histoire de l'Afrique du Sud de 1948 à 1994 est marquée par la mise en place puis par le démantèlement de la politique de l'apartheid, successivement nommée Union d'Afrique du Sud, puis République d'Afrique du Sud à partir de 1961. Le pays connaît durant cette période un système de ségrégation raciale institutionnalisé, 3 ans de négociations constitutionnelles à partir de 1991 entre le pouvoir blanc et les partis anti-apartheid sont nécessaires pour que la démocratie représentative que connaissait la minorité blanche soit étendue en 1994 à la majorité noire de la population sud-africaine et que le premier président noir d'Afrique du Sud soit élu via des élections au suffrage universel. C'était le 27 avril 1994, souvenez-vous, suivant ce document de Modeste Okom qui convoque bien de souvenirs sur ce tristement célèbre apartheid sud-africain. L'histoire de l'Afrique du Sud ne commence pas avec l'instauration du régime de l'apartheid en 1948. Elle ne se termine pas avec la consécration de Nelson Mandela en 1994. Cela est une évidence partagée. L'apartheid était une politique de développement séparée des populations en fonction des critères ethniques et linguistiques dans des zones géographiques choisies. Cette politique est officialisée à grand renfort de lois et de règlements à partir de 1948 par le Parti national dirigé par le pasteur calviniste Daniel Malan. La population est classée en 4 catégories principales, les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. Les villes sont réservées aux Blancs et les autres communautés sont confinées dans des ghettos. L'apartheid est officiellement aboli le 30 juin 1991. 3 ans après la libération de Mandela, le pays dispose d'une constitution intérimaire et se prépare aux premières élections multiraciales organisées le 27 avril 1994. Nelson Mandela deviendra à cette période le premier président noir de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. 25 ans plus tard, alors que le pays se prépare à voter le 8 mai pour des élections générales, le souvenir de cette période laisse un goût amer. Mandela n'est resté au pouvoir que le temps d'un mandat. Ni lui, ni ses successeurs Thabo Mbeki et Jacob Zuma n'ont réussi à rompre de manière significative avec l'héritage de l'apartheid. Malgré l'émergence d'une petite classe moyenne noire et la mise en place d'une politique de discrimination positive, l'Afrique du Sud demeure l'un des pays les plus inégalitaires au monde.
20% des foyers noirs vivent encore dans une extrême pauvreté, contre 2,6% des foyers blancs. Un quart de siècle après les premières élections multiraciales, ce pays de 60 millions d'habitants est parfois perçu comme un Eldorado où l'éducation et les soins sont ouverts à tous. Mais les profondes inégalités sociales et le naufrage des services publics nourrissent la colère et les excès de violence. Oui, l'Afrique du Sud post-apartheid n'est pas que politique, elle est économique, elle est sociale, on aura le temps d'y revenir. Le 5 décembre 2013, un combattant de la liberté mourait en Afrique du Sud à l'âge de 95 ans. Son nom, Nelson Mandela, sa super mission a été de vaincre le système raciste. On l'a un peu écouté dans ce reportage et ségrégationniste de son pays en quelques lignes. On veut décrypter son dessin. Très jeune, il découvre l'horreur raciste, décide de se battre pour un monde meilleur. Il organise une désobéissance civile et tant d'autres actions qui vont se généraliser dans tout le pays. La suite, vous la connaissez, c'est la prison car à 27 ans, il est arrêté en 1962, puis condamné 2 ans plus tard. C'est le même qui via négociation va encore négocier avec, en 1989, soit un an avant sa libération, avec l'ennemi. Ceci ne lui a jamais été pardonné, même par ses propres compagnons. Comment voyez-vous le Mandela qui finalement va triompher de toutes les épreuves jusqu'à accéder à la fonction suprême de président, démocratiquement élu dans une Afrique du Sud multiraciale le 27 avril 1994, Barry? Merci, parce que quand on parle de Mandela, c'est toute une histoire, parce que c'est une icône. Et parler d'une icône, c'est assez difficile. Comment on voit Mandela? Je pense que l'histoire de Mandela est l'histoire d'un homme qui a compris que pour avancer, parfois, il faut faire des concessions. Parfois, il faut se compromettre, parce que quand tu termines en disant on lui reproche aujourd'hui d'avoir pactisé avec l'ennemi, c'est en fait qu'on voit en lui l'homme qui est allé dans les compromissions. Mais je pense que non. Il avait une parfaite lecture de l'histoire déjà de l'Afrique du Sud et de l'histoire humaine et mondiale. Ces 3 niveaux de lecture que je pense qui ont été importants à comprendre pour tracer l'itinéraire de Mandela que nous avons vu, président, etc. Si nous ramenons le problème de l'Afrique du Sud, il faut se souvenir que historiquement, il y a d'abord, n'est-ce pas, ce poids d'un pays dans lequel viennent s'installer des gens qui vous disent à un moment donné, des Hollandais, des Boers, nous sommes chez nous et tout. Alors vous vivez ça dans votre chair en vous disant, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de les chasser, mais au cours de l'histoire, vous dites, mais ça finit par devenir nos frères. Donc Mandela avait déjà cet élément-là, il a fait le poids, il a compris que bouter hors de l'Afrique du Sud les Blancs et autres populations qui s'étaient installées était une chimère. Donc ensuite, dans sa lutte pour l'émancipation de ces populations, il va donc se dire il faut composer avec tout le monde, il faut aller sur la table de négociation et intégrer donc toutes les visions, toutes les velléités, tout ce qu'il y a de nécessaire pour construire un État. Et je pense que le long de son parcours, on voit cette tendance qui revient assez souvent et qui a fait que les amis de Mandela en prison et tous ceux qui ont été autour de l'ANC et du mouvement, parfois ne l'ont pas bien compris en se disant, mais c'est quoi? Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est dur, un coup il faiblit. Je pense que ça a été la capitalisation de toutes les expériences que Mandela a eues. Et il faut se rappeler que Mandela, on voit la prison, Mandela a beaucoup voyagé à travers le monde. C'est un pèlerin de grande envergure. Donc pour moi, c'était un ensemble d'éléments qui ont été... de paix, voilà, justement pour faire la promotion de la paix et des rapprochements des peuples. Alors, sous un régime d'oppression, qu'est-ce qu'il faut comme option politique, la compromission ou bien le compromis? Parce qu'il est reproché à Mandela, même ses compagnons de lutte n'ont pas compris, qu'il se soit rapproché de l'ennemi pour ouvrir des négociations. D'abord, le mauvais accent a été d'avoir prêté le mot ennemi à ses adversaires. Moi, j'aurais souhaité dire les adversaires de Nelson Mandela. Il faut comprendre que Nelson Mandela, dans sa trajectoire et dans sa direction, a fait confiance à l'avenir. Parce qu'il faut être contemporain pour comprendre l'enjeu. Nous, aujourd'hui, on analyse parce que nous sommes en 2019. Il fallait être de ce temps. Il faut comprendre que quand Nelson Mandela quitte la prison, il y a une chose qu'il veut, c'est d'abord la liberté politique. Le reste, on va voir après, parce que nous ne pouvons pas avoir de liberté économique, de liberté civile, si nous n'avons pas de liberté politique. Donc son premier combat, et vous allez lire son discours, c'est d'abord avoir accès à la liberté politique. Et pour avoir accès à la liberté politique, il faut bien conjuguer avec les personnes qui ont cette liberté, qui ont les manettes de vous donner cette liberté.
politique. Donc, c'est forcément le compromis. Parce qu'il savait que si on partait à une nouvelle élection, forcément, les Noirs majoritaires allaient forcément avoir le pouvoir politique en ce moment. Mais dans sa façon de se comporter pour libérer le peuple noir de l'oppression, quelle est la ligne de démarcation entre un compromis et une compromission? Mais le compromis va de pair. Avec la compromission. Voilà, c'est pas... voilà. Et puis, il faut comprendre que quand on fait un compromis, je sais que l'autre, de l'autre côté, va lâcher aussi du lest. Donc, c'est l'un et l'autre qui, dans leur plan... alors que dans l'autre sens, le compromis, c'est l'autre qui impose plus ou moins que tu dois relâcher un peu ici. Absolument. Et lui ne fait pas d'effort. Ça ne s'est pas passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu le fait de comprendre aussi les enjeux. Parce qu'on ne peut pas aller négocier une sortie de crise pour atteindre le pouvoir politique à l'Afrique du Sud sans compromis et sans passer par ceux qui allaient fâcher certaines personnes. Oui, il y a eu le vent de l'Est dans ce qui est apparu comme l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais de qui doit-on célébrer les 25 ans de démocratie sud-africaine? Est-ce que c'est grâce à Frédéric de Klerk, qui était au pouvoir à cette époque, ou bien de Mandela, qui a beaucoup lutté, ou de la communauté internationale? Alors, moi, je vais prendre l'image de qui doit-on ce succès? Oui, c'est une question fort importante, mais je crois que traditionnellement, on peut dire que on le doit à tout le monde. D'ailleurs, Mandela lui-même l'a dit, hein, parce qu'à un moment, on a voulu tout mettre sur lui, n'est-ce pas? Il ne voulait pas qu'on le considère comme un messie. Les fleurs, comme un messie. Et il a dit non, ceux avec lesquels, c'est vrai, ils étaient mes bourreaux, pour certains dans la prison, mais ils ont fait un effort. Et comme il disait là tout à l'heure, ils ont avancé. Et je pense que ça a été important que les acteurs politiques et même socio-économiques au niveau de l'Afrique du Sud à cette période-là avaient très très bien senti. Je pense qu'il y a eu comme une onde qui a balayé l'Afrique du Sud où les gens se sont aperçus que si chacun reste dans sa position de départ, alors là, personne n'est gagnant. Donc, pour être assez bref à cette réponse, je dirais, ça a été le bénéfice de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu deux acteurs majeurs, de Klerk et Mandela, qui ont, mais en dessous, on le disait en début d'émission, dans une plateforme comme celle-là, il y a une stratégie qui se met en place. Moi, je suis très coutumier, de par mon métier, des questions de stratégie. Ce qu'on voit, ce qui est en front office, comme disent les informaticiens, c'est-à-dire ce qu'on voit, en arrière, il y a des lieutenants qui pilotent, qui ont des mallettes, la partie invisible. C'est comme dans votre studio, dans une télévision, on vous voit, mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Donc, voilà. Ça a été un bénéfice collectif. Voilà, l'apartheid à l'évocation, c'est 25 ans d'horreur et de scandales insoutenables. N'est-ce pas une double peine de s'en souvenir, en plus d'avoir vécu cette histoire sombre ou d'en avoir entendu parler? Est-ce que ce n'est pas une double peine? Se remémorer, se souvenir à l'occasion de chaque anniversaire de la fin de l'apartheid. Non, pour moi, c'est une double peine pour qui? Ou bien une double douleur pour qui? Parce que ceux qui sont nés post-90, 91 ont besoin de savoir. Ont juste besoin de savoir. La douleur, ils ne l'ont pas. C'est ceux qui sont nés avant 91 et qui ont encore cette douleur. Il est toujours important de se remémorer, de se revitaliser ces moments et de se rappeler que nous avons vécu ces moments. C'est vrai que la douleur est constante. Elle n'est plus forte comme elle était avant. Mais il faut comprendre que tous ceux qui sont nés après 91, 92, eux, ils veulent avoir le vent du changement sans pourtant oublier. En disant, nous, on veut construire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, même les couples métissés sont encore jetés du regard. Et il faut comprendre aussi, parce qu'on a tendance à oublier pourquoi le combat a été noir. Dans la classification, depuis 1948, vous allez remarquer qu'on a placé les Blancs, ensuite les Indiens. Un peu avant. D'abord, oui, les Blancs, les Indiens, les Métis, et ensuite les Africains, les Noirs. Alors que nous savons que les Noirs sont majoritaires. Mais pourquoi aussi, il faut comprendre, il y a eu un panache, il y a eu un investissement économique. Les personnes les mieux investies économiquement étaient les Blancs, suivis des Indiens, et ensuite les Métis, parce qu'ils ont eu cette chance du brassage, et enfin les Noirs. Et cette répercussion a été depuis, j'ai même envie de dire, depuis 1861, a été l'apanage. Et on se retrouve aujourd'hui avec une... Pourquoi on parle pour moi, c'est pourquoi on parle de nation arc-en-ciel. Parce que ce sont ces
Hollandais, toutes ces personnes qui sont venues d'ailleurs, qui sont appropriées l'Afrique du Sud, qui ont trouvé des personnes sur place, qui ont développé l'Afrique du Sud, qui ont emmené l'Afrique du Sud comme étant une superpuissance. Et ensuite, quand on a vu le résultat économique, politique, ils se sont dit, nous, on ne peut pas laisser tous ces acquis à ces personnes. Et puisque nous avons remarqué que la gestion, elle est bonne quand même nous sommes aux commandes, il est mieux de mettre un système là où nous... Et vous avez remarqué que pourquoi 68 ? C'est aussi exprès parce que nous sortons des indépendances, nous sortons de la liberté et des Noirs et des Africains et la liberté du peuple aussi à agir d'eux-mêmes. Donc à partir de là, il y a comme une menace derrière qui se dit, si on laisse là, est-ce que nous allons tout perdre? Ces personnes, depuis 68, se sentent menacées parce que pour eux se disent, est-ce que nous allons devenir des personnes sans État? Ce débat vous passionne, je le sais, Arnaud Lilian, tout autant que vous. Oui. Alors, c'est une question que je vous renvoie. Faut-il s'en souvenir éternellement ou il faut oublier à un moment donné? Alors, c'est une question, j'allais dire, qu'on se pose sur le plan intellectuel souvent. Elle est même métaphysique, la question de la mémoire. La mémoire, elle aide toujours. Je pense que sur le plan symbolique, il faut qu'on s'en souvienne pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Parce que l'histoire, elle est progressive, elle avance, elle est dynamique. Mais elle est dynamique. Mais on s'est rendu compte que la race humaine a la manie de refaire les mêmes erreurs. C'est ça qui est un peu étonnant. Donc, sur le plan de la mémorielle, c'est bien qu'on se souvienne, et comme on le disait là tout à l'heure, que les nouvelles générations puissent savoir, même sur le plan historique, de ce qui s'est passé. Ensuite, pour ceux qui ont vécu cette histoire, de se dire « Ah, on vient de loin », parce que rien ne vous dit que c'est parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez des voitures, comme il disait, sur le plan économique, que vous n'allez pas repartir dans le même système. Les gens peuvent se libérer et retomber. On a vu à travers le monde des exemples d'histoire où les gens ont vécu des choses calamiteuses, mais quelques années après, ils se sont permis de retomber dans les mêmes dons. De mon point de vue... À ce stade de l'émission, nous allons marquer une pause et on revient toujours derrière pour parler de cette histoire très passionnante, même si elle est difficile à évoquer, de l'Afrique du Sud. Deuxième partie de cette émission Ici l'Afrique, toujours pour évoquer l'Afrique du Sud post-apartheid en termes de souvenirs. On l'a vu tout à l'heure dans la première partie, l'apartheid à l'évocation, je le disais, c'est 25 ans d'horreur et de scandales insoutenables. Barry Bohm, le poids de ce souvenir de l'apartheid ne pèse-t-il pas pour beaucoup dans le difficile chantier de réconciliation nationale en Afrique du Sud? Oui, absolument, parce que cette période a été très, très marquante pour tous les camps en face. Et il va de soi que les acteurs de cette période ne peuvent pas, comme ça, passer de l'éponge. Il y a toujours des réminiscences qui font que, devant une situation, vous avez envie soit de vous venger, soit de dire, bon, ok, je laisse tomber, ou alors je dis, j'en profite pour faire subir à celui-là ce qu'il m'a fait, ou dans les deux sens d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que avec tout ce qui a essayé d'être fait pour amener les gens à oublier, on parlait tout à l'heure de la question mémorielle, ce n'est pas évident, parce qu'il faut le placer également dans la loi du temps. Il va falloir beaucoup de temps. On le voit quand il y a un accident, on envoie des psychologues, on envoie un dispositif qui permet d'amortir les chocs, mais ça, ce n'est que circonstanciel. Avec le temps, les gens ont leur réminiscence, ils ont envie de garder, mais... Comme le disait un chanteur, le temps finit par effacer les choses. Et il faut se dire que c'est dans les prochaines années, les prochains siècles qu'on va avoir, n'est-ce pas, une descente de cette courbe-là, de l'animosité qui a germé dans les individus, et même de l'envie, parce qu'il y a l'autre côté qui consiste à dire, et il l'a bien mentionné tout à l'heure, les gens sont arrivés quelque part, ils ont perdu le pouvoir, ils mâchent des dents. Ce n'est pas de bon ton que ceux qui étaient au pouvoir, qui avaient construit une république dans laquelle ils pensaient être les maîtres absolus, qu'on le leur enlève. Parce que politiquement, c'est l'élément le plus fondamental dans l'organisation sociale.
Sur le plan économique, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais donc, ils mâchent des dents aussi pour se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir? Donc, il faut regarder la chose dans les deux sens. Et s'il n'y avait pas eu cette commission vérité et réconciliation, peut-être qu'on en serait arrivé au pire en Afrique du Sud. En parlant justement de cette commission vérité et réconciliation mise en place au sortir de l'apartheid, alors Arnaud Lilian-Billier, quelles leçons peut-on tirer du travail de cette commission dans le processus de reconstruction d'une Afrique du Sud divisée? D'abord, pour moi, il y a eu quelque chose de pas bien réfléchi dans cette commission. Il y a eu une commission qui a regardé des Sud-Africains et des Sud-Africains. Alors que pour moi, dans ce jeu de l'apartheid, il n'y a pas eu que des Sud-Africains. L'Afrique du Sud a été soutenue, l'Afrique du Sud blanche a été soutenue. Il faut voir l'époque. C'était pour l'époque le gendarme, on va dire, de la sous-région à un moment donné, quand il fallait agir au niveau du Rwanda, du Mozambique, etc., et aussi au niveau d'Angola. Donc, vous avez des forces extérieures, les Américains et des Français et des Britanniques, qui ont participé d'abord à ce maintien parce qu'ils avaient besoin de cette Afrique du Sud blanche qui pouvait intervenir militairement et politiquement chez ses voisins. Mais dans cette véritable réconciliation, on a oublié d'inclure le rôle qu'ont joué toutes ces personnages, toutes ces puissances-là. Oui, peut-être parce qu'a-t-on pensé à l'époque que c'était d'abord une affaire sud-africaine, une affaire entre Sud-Africains. Une affaire entre Sud-Africains, oui. Mais quand les ordres, parfois, ne viennent pas de vous, il est difficile pour vous d'accepter le tort. Quand vous savez que vous n'avez été qu'un pion. Et puis, vous avez remarqué la communauté internationale, les États ou le système international qui a plus ou moins mis la pression sur l'apartheid venaient des populations qui, ont mis la pression sur les dirigeants. Donc, il n'y avait pas eu une volonté directe des dirigeants des pays du monde entier à mettre fin à ce système. Parce que vous l'avez remarqué, tous ces Blancs qui étaient là-bas, on sort de 1968, là où l'Afrique prend... nous sommes à l'ère de la décolonisation. Là où si l'Afrique du Sud devient à 100% noire et que et elle se prête au jeu où nous allons mettre les Blancs dehors, tous ces Blancs qui sont là pourraient être des apatrides. Et cela n'était pas accepté. Donc il y avait aussi ce jeu qui était là, cette inquiétude qui était là, qu'il fallait renégocier et qu'il fallait réfléchir à savoir comment maintenir un système là où pendant longtemps nous allons demeurer au pouvoir et afin que quand ils vont prendre le pouvoir, on ne puisse pas s'en passer de nous. Oui, la Commission avait un projet ambitieux et le mandat de tenter de promouvoir la réconciliation en Afrique du Sud avec ses forces et ses limites. Ce projet était au départ centré sur les violations majeures des droits humains en Afrique du Sud durant la période de l'apartheid. Après, on n'oublie pas qu'elle a quand même fait cette commission l'objet de vives critiques. C'est une commission accusée, à tort ou à raison, d'avoir sacrifié la justice au profit des compromis. Qu'en pensez-vous? Oui, ça devait arriver de mon point de vue. Parce que, comme on le dit, la commission a été un mouvement de réaction pour essayer d'endiguer une situation qu'il y avait. Donc, on n'avait pas eu tout le temps de mettre tous les ingrédients, comme je disais tout à l'heure, de la réflexion stratégique globale pour pouvoir, n'est-ce pas, faire un menu qui va apporter du répondant. Donc c'est normal que les gens disent que la commission n'a pas fait son travail, a dévié parce que c'est un problème humain. Imaginez que une situation se passe chez vous, il y a quelqu'un qui a commis une incartade chez vous, et qu'on vous dise comme ça un jour, mais pardonnez-le. C'est assez difficile. C'est assez difficile. Donc la commission, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de massacres, etc. Et on demandait aux gens qui ont subi ces massacres d'essayer d'oublier, d'essayer de faire table rase pour que le pays puisse avancer. Sur le coup comme ça, ils vont le dire oui, mais avec le cœur meurtri. Donc ces gens-là vont estimer qu'ils ont été sacrifiés et que la commission n'a pas atteint son objectif. Et la question de la communication au niveau de cette communication, au niveau de cette commission, s'est posée aussi. Parce que je parle de l'élément temporel n'a pas permis, n'est-ce pas, d'asseoir, n'est-ce pas, tous les piliers de la commission, pardon, j'en viens. Mais je voudrais revenir, parce que cette question de la commission, et il le disait tout à l'heure, les forces extérieures qui ont agi pour aider l'Afrique du Sud n'ont pas été intégrées. Et le problème sud-africain, il ne faut pas qu'on l'oublie, et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, chacun a une idée, l'Afrique entière a participé à la libération de l'Afrique du Sud.
Et, notamment le Gabon. Notamment le Gabon. J'allais y venir, vous avez anticipé sur ma pensée, notamment le Gabon. Et d'autres pays qui ont soutenu pour que l'apartheid puisse être limité, n'est-ce pas, dans ces derniers retranchements. Et la Commission, je fais le pont là-dessus. Vous vous souvenez que les Africains, les autres Africains, sont aujourd'hui molestés en Afrique du Sud par leurs frères. Dommage. On peut voir là une non-compréhension du rôle majeur que les autres Africains ont joué, parce que les Africains du Sud, à l'intérieur, n'ont pas toujours perçu comment les choses se sont passées. Il parlait tout à l'heure des populations, je ne parle pas de la classe dirigeante, de la classe politique. Les autres Africains n'ont pas toujours compris quel est le rôle du reste de l'Afrique par rapport à la libération de l'Afrique du Sud. Donc la Commission aurait pu, en intégrant cette dimension, pouvoir amener des éléments nouveaux. Mais je dis, elle a pu faire ce qu'elle a pu faire. Nous pouvons dire qu'elle a atteint un tant soit peu ses objectifs. Oui, avec ces limites, comme je le disais tout à l'heure, et les limites que partage entièrement Arnaud Lilian-Billier, il est courant de s'entendre dire sur le continent que le transfert de cette expérience sud-africaine à d'autres sociétés n'est pas simple. C'est certainement relatif, ce débat. On a quand même l'exemple du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas simple. D'abord, pour revenir d'abord à la transition, vous allez remarquer qu'au sorti de la mise en fin de l'apartheid, on va dire de 1991 jusqu'aux élections en 1994, le système politique sud-africain avait changé. Là, déjà, c'était un échec. Oui, parce qu'on quitte d'un État supranationaliste à un État fédéral. Quand on change de ce système, qu'on va un système fédéral, c'est qu'on donne plus ou moins, on limite plus ou moins le pouvoir du président de la République, sachant qu'il allait être noir. Alors que ce n'était pas comme ça avant. C'était déjà plus ou moins un point gagné par les Blancs. Quand on revient au niveau de la réconciliation, dans la réconciliation, il était aussi question de revisiter certaines choses, en laissant certaines choses aux Noirs à travers l'économie. On avait été remarqué que les grands propriétaires terrains étaient des Blancs. Il n'était pas simplement question, dans cette commission, d'accuser des gens, mais de se réapproprier par les Africains, par les Noirs, l'Afrique du Sud. Donc, pour moi, l'échec aussi a été là. Maintenant, pour la question que vous avez posée, il y a du travail à faire au niveau de l'Afrique du Sud. Et je pense notamment au niveau de l'économie, qui aujourd'hui est entre les mains encore des Blancs. On ne peut rien faire en Afrique du Sud. Et le simple fait d'avoir mis un système politique fédéral donne encore du pouvoir aux Blancs. Donc l'Afrique du Sud, finalement, est toujours dans les mains des Blancs. Et même, si tu permets, pour éviter la transition, pour ne pas faire comparaison avec le Rwanda et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on va voir plus ou moins que c'est difficile de comparer parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'abord, c'est vrai qu'il y a la question d'ivoiriété en Côte d'Ivoire et la blessure profonde ivoirienne, c'est ivoirienne. Donc, mais ce n'est pas forcément contre une certaine classe ivoirienne. Là, c'est difficile. Au niveau du Rwanda, le pardon a été plus ou moins accepté parce que vous avez eu un homme fort qui n'a pas eu de compromis avec X ou Y, qui a simplement décidé que nous ne faisons pas de chasse à la sorcière, nous reconstruisons. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Vous voulez réagir sur cette expérience sud-africaine en termes de transfert? Oui, en termes de transfert, je pense que même si elle n'a pas atteint son objectif en Afrique du Sud, elle a été modélisée. Elle a permis quand même de circonscrire. Parce que si on n'avait pas eu l'expérience sud-africaine, il n'est pas évident que ce que nous avons appelé le Rwanda et les autres auraient réussi dans le sens qu'il y a eu moins de catastrophes que si l'expérience sud-africaine n'avait pas existé. Je crois qu'elle a été quelque chose de positif, dans ce sens qu'on s'est dit, pour la première fois, on s'est rendu compte qu'on pouvait laisser de côté les normes politiques et autres et mettre au centre du débat la norme humaine. Toute dimension humaine est importante à intégrer. La plupart du temps, lorsqu'il y a des conflits, vous voyez les experts politiques, tout le monde, les mallettes politiques, etc. On oublie qu'il y a le côté humain. Et je pense que c'est l'une des rares fois où un conflit ou une situation, parlons beaucoup plus de situation que de conflit, une situation explosive est mise sur la table en disant « bon, nous sommes des hommes, réfléchissons un peu en hommes, intégrons la dimension humaine ». Donc ça a été important. Qu'est-ce qu'on entendrait par la dimension humaine? Parce que ce sont des humains qui se battent entre eux. Est-ce que cette dimension peut s'exprimer sur le plan culturel? Est-ce que le pardon est culturel en Afrique? Oui, pourquoi je parle de dimension humaine? C'est parce qu'en nous, en tout homme, il y a cette petite flamme de pardon.
j'évite d'utiliser le mot dimension religieuse parce que la religion, elle est polymorphe. Mais il y a ce côté pardon. Quand vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous piétine la chaussure, vous ne le connaissez pas. Mais dès qu'il vous dit pardon, vous êtes ramené à votre simple expression pour dire, bon, OK, allez-y. Donc, c'est ça que j'appelle la dimension humaine. Oui, elle un quart de est siècle importante. après l'arrivée au pouvoir de Madiba et à une encablure des élections générales du 8 mai prochain, s'il vous plaît, les acquis, Arnaud Lilian Billier, les acquis de la lutte contre l'apartheid ont-ils été préservés ou renforcés? Les acquis, oui, pour ce qui concerne le politique, oui, parce que vous avez remarqué qu'au niveau des élections législatives et présidentielles, la majorité sont des Sud-Africains noirs. Maintenant, sur le niveau économique, je ne pense pas qu'il y a eu... je pense que c'est plutôt là où beaucoup de personnes ont critiqué Nelson. L'apartheid reste encore économique. Oui, elle reste encore économique, parce que vous avez la plupart des propriétaires terriens sont des Blancs. Tout ce qui appartient des grandes entreprises sont des Blancs. Donc, à partir de là, vous allez remarquer que vous pouvez gérer le politique. Si le Blanc gère l'économie, nous allons nous retrouver avec une situation difficile. Et puis, il faut comprendre une chose, que l'Afrique du Sud est la première puissance économique, on va le dire, de l'Afrique. Mais comme toutes les plus grandes puissances économiques, il y a souvent cette disparité, c'est souvent ce décalage entre les personnes, voilà, des personnes aisées. Voilà. Ce qu'on remarque en Afrique du Sud, c'est la même chose qu'on remarque aux États-Unis. Vous avez des personnes immensément riches et d'autres extrêmement pauvres. Est-ce que le système économique, le système du partage, de la redistribution des richesses de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui coince? Et vous allez remarquer que là où, on ne va pas dire l'apartheid, que le système politique a échoué, c'est ce à quoi on se bat depuis 25 ans, c'est-à-dire la corruption. Et là, la corruption, aujourd'hui, donne du garant au système apartheid, parce que les Blancs gèrent bien leur économie, et ceux qui veulent distribuer, les Noirs eux-mêmes, bloquent cela. Voilà, justement, soyons un peu plus réalistes dans le raisonnement parlant des Noirs sud-africains. Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu trop autorisés des rêves démesurés avec la fin de l'apartheid, au point de tomber aujourd'hui dans la désillusion? Parce que... Oui, il y a de cela. Des gens qui étaient, on dit souvent, quand vous avez eu faim toute votre vie, le jour où vous arrivez à un anniversaire où il y a des gâteaux et tout ça, vous avez envie de plonger, de tout manger. Je crois que c'est purement humain. Et c'est pour cela que la question du traitement global de la commission Vérité et Réconciliation devait dépasser le cadre purement économique, social et tout ça. Il fallait intégrer toutes ces questions et avoir une vision sur le futur de comment les gens vont se comporter. Il va de soi que les Noirs arrivant, ils se sont dit, bon, c'est notre tour. Suivez mon regard, c'est notre tour. Et là, il faut qu'on mange. Donc, sans aucune mesure de prudence économique ou en disant, bon voilà, de gestion, ils se sont lancés. Ils se sont lancés au point où ils n'ont pas compris que leur accès au pouvoir économique devait profiter, n'est-ce pas, à toute la nation. Ils devaient être des nouveaux précurseurs de la nouvelle économie. D'ailleurs, quand vous regardez, vous apercevez que la classe des Noirs aisés aujourd'hui se comporte exactement comme la bourgeoisie blanche. Ils ont dit, bon, toi, je m'y mets. Donc c'est une véritable question, mais cette question, je pense qu'elle doit être mise dans le cadre d'une réflexion profonde de la transition. Est-ce que les bases n'ont pas été faussées? Est-ce que finalement il ne se pose pas un problème des classes noires sud-africaines qui n'ont pas été peut-être formées un peu plus tôt? Mais pour moi, il n'est pas question de formation. C'est vrai qu'il y a eu des bases. Maintenant, on a tracé un canevas, on a mis un plan en place. Il s'agit maintenant de l'exécution de ce plan. Vous parlez de formation d'hommes, etc. Oui, on convient que parfois il y a des personnes qui ont été, j'ai envie de dire, trop autoritaires à leur poste, en disant je me gonfle le ventre et le reste on verra plus tard. Vous allez comprendre que depuis Nelson Mandela jusqu'au nouveau président actuel, la plupart de ces personnes partent toujours de corruption. Donc à partir de là, vous allez comprendre que même si vous avez mis un canevas en place pour sortir les Sud-Africains de ce problème, le problème de la corruption est toujours là présent. Et le président, dans son dernier discours
disait, je pense, oui, il disait, l'Afrique du Sud n'est pas sortie, les Noirs sud-africains ne sont pas sortis libres de cet apartheid. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et pourquoi? Et après, il fait allusion toujours à l'économie, en disant l'économie n'est pas entre les mains des Noirs sud-africains. Et même le peu, on va dire, le peu des finances que peuvent posséder ces Noirs sud-africains, on se retrouve toujours avec le fait qu'ils sont là sans avancer, et les bases fausses, et les hommes qu'on a mis pour gérer l'atmosphère politique et économique ne répondent pas aux besoins des populations. La fin de l'apartheid accélère quand même le tissu économique et industriel de l'Afrique du Sud. Oui. Mais avec un taux de chômage qui oscille entre 20 et 25%, cela peut-il vraiment se comprendre? Ça peut se comprendre en faisant des lectures croisées. Déjà, un pays, on le disait tout à l'heure, Arnaud le disait, un pays riche, on a toujours cette cartographie qui a des pics de richesse et vraiment des creux de pauvreté qui sont importants. Donc ça, c'est inhérent à toute économie qui se développe et qui, à la vitesse de la lumière, avance. Parce qu'il faut également se dire, il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud s'est positionnée très tôt dans la compétition mondiale. Donc, il y a cette floraison économique qui a donc fait qu'elle a laissé sur le carreau beaucoup de gens. Mais d'un autre côté également, il faut se dire, ça peut s'expliquer par le fait que les Noirs, pour ne parler que de cette classe-là, économiquement, ont été mis au banc des affaires économiques. Il y avait un maillage qui faisait qu'ils ne pouvaient pas accéder. Même pour ceux qui avaient du potentiel, il y avait ces mailles-là qui les empêchaient d'entrer. Donc pendant longtemps, ils ne se sont pas exercés pour la catégorie qui peut aujourd'hui brillamment intervenir économiquement. Oui, et le reste de la population qui était donc sans ressources, il va de soi que... L'un des clichés que cette Afrique du Sud que nous aimons tant par rapport à son histoire est que c'est une Afrique du Sud qui supporte de moins en moins la présence d'autres communautés venues d'ailleurs. Comment on peut l'expliquer? Oui, mais on l'explique parce que ça joue avec le domaine économique et sur le taux de chômage élevé que vous constatez aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est vrai qu'on dit que comparaison n'est pas raison, mais c'est le même cas que nous retrouvons aux États-Unis où Donald Trump a dû demander à ce qu'on puisse nationaliser certains emplois. Ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud. Vous allez constater que dans la politique de relance économique sud-africaine, les entreprises sont libres d'embaucher qui elles veulent. Et le problème vient de là. Du simple fait qu'un Sud-Africain, lui, il demande à ce qu'il soit payé, je dis n'importe quoi, 2 000 €. Et quand vous exportez une main-d'œuvre, celle du Nigeria ou du Rwanda, elle est beaucoup moins chère. À partir de là, ces main-d'œuvre qui sont moins chères et sollicitées parfois par des entreprises font augmenter le taux de chômage en Afrique du Sud et on se retrouve avec une population de 25% au chômage. Et là, ça fait quoi? Ça suscite tout de suite une colère chez les Sud-Africains en disant donc nous n'avons pas de valeurs, nous avons les mêmes diplômes, mais vous prenez ces personnes parce qu'elles valent moins cher. Et nous sommes au chômage chez nous. Et là, on comprend après pourquoi ce système qui n'est pas mis en place de protection des emplois puisse donner cette rancune envers les voisins. Oui, le malheur des peuples comme ceux d'Afrique du Sud, c'est toujours l'étranger. Oui. Est-ce que ça veut dire, si on pousse la réflexion un peu plus loin, que les barrières que nous avons aujourd'hui, que nous avons héritées de la période coloniale, sont un problème ou un avantage pour notre beau continent? Moi, tout de go, je dis c'est un problème. C'est un problème. Parce que quand on repart dans l'histoire africaine, on a une lecture assez nette et juste de comment nous nous comportions. Il n'y avait pas de barrière. Et c'est Cheikh Anta Diop qui le disait. Il y a une réalité de l'africanité qui est aujourd'hui indubitable. L'Africain, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, etc., s'est toujours senti chez lui. D'ailleurs, il y avait, même dans quand on prend les barrières actuelles, qui ont divisé plutôt, des populations se sont retrouvées d'un côté séparées, des familles se sont retrouvées séparées par les barrières, alors que c'était les mêmes tribus, les mêmes clans, etc. C'était les mêmes personnes. Quand vous alliez du Gabon au Congo, en passant, en arrivant à RDC, vous étiez chez
voyez-vous, donc ce système parce qu'on est en plein dans cette histoire-là de clanisme, de division, a joué pour beaucoup dans la déflagration de l'Afrique. Pour moi, il est clair que c'est une problématique beaucoup plus qu'une avancée. Parce que le don de soi dont on parlait tout à l'heure dans la commission réconciliation, vérité et réconciliation, l'accueil de l'autre n'était pas un problème pour nous. Au contraire, vous savez bien, dans nos villages, même jusqu'aujourd'hui, avec les barrières, quand vous arrivez, vous êtes quelqu'un qui vient d'ailleurs, ce tailleur peut être d'un autre pays, ce tailleur peut être d'un autre village, on vous reçoit. Oui, le père de famille vous donne sa chambre. Ce que vous dites peut être vérifié, mais le problème avec les sociétés modernes, c'est que les mentalités ont évolué, les mentalités ne sont plus les mêmes. Il y a ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme de bons immigrés et de mauvais immigrés. Oui, il y a forcément de bons et de mauvais immigrés, mais il faut voir que nous sommes au XXIe siècle et quasiment les barrières ont quasiment disparu parce que les nouvelles technologies aujourd'hui permettent d'outrepasser le visa. Mais quand aujourd'hui on parle de bons immigrés et de mauvais immigrés, les bons immigrés sont ceux qui apportent un apport, qui sont les citoyens modèles et qui ont un apport économique important et qui ne salissent pas l'image de la patrie et de la nation, qui au contraire contribuent à sa solidité, à son efficacité. Les mauvais sont ceux qui viennent simplement piller et exporter ou leurs biens et assèchent ta civilité, assèchent l'harmonie politique et culturelle qui est dans ce pays. Nous allons prendre des cas simples. Vous allez trouver des diasporas. Parce que quand on parle aujourd'hui, c'est en fait des diasporas. Vous allez trouver la diaspora... C'est devenu un terme générique. Oui. Quand on regarde aujourd'hui la diaspora juive, on va dire que c'est un bon peu parce qu'elle fait tourner généralement l'économie dans les pays où elle se trouve. En même temps, elle exporte aussi les biens. Donc voilà, vous avez... je peux aussi prendre le cas du Sénégal. À l'extérieur, il faut entrer les biens aussi chez eux. Ou du Mali. Ou du Mali. Donc pour moi... Elle devient mauvaise quand elle commence à voler. Elle devient mauvaise par définition de ceux qui pensent qu'elles sont mauvaises quand elle commence à voler les emplois, à détruire les biens, etc. etc. Voilà. Ismaël, oui, je voudrais rebondir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin parce que cette notion de bonne, mauvaise... me paraît assez difficile. La barrière, ça aussi, c'est une construction. Quand des populations sont ensemble, il y a forcément de mauvais. Même à l'intérieur d'un même peuple, il y a des gens qui sont comme ça, c'est la nature humaine. Mais je pense que c'est souvent mis en épingle parce qu'on se sert politiquement et économiquement de cette notion de mauvais. C'est l'homme qui est comme cela. Et si on met plutôt une construction blanc ou noir, transparente, les gens, c'est mauvais entre guillemets, vu de ce côté-là, ils vont s'expurger par eux-mêmes. Comment sortir de cette émission sans parler de l'héritage politique de Mandela qui n'a pas été compromis, sauf que tous ses successeurs ont eu des mandats et des fins de mandats difficiles, comment on peut le comprendre? Est-ce qu'ils n'ont pas appris de Mandela? Je pense qu'ils n'ont pas appris de Mandela, ils ont profité de Mandela. La question de leadership et l'aura que dégageait M. Mandela, surtout à faire comprendre les gens les nécessités de compromettre souvent certaines choses. Je pense que tous ceux qui l'ont suivi après n'ont pas compris cela. Ils ont pensé à la part du gain, contrairement à Mandela qui a pensé à l'unité. Donc, quand vous avez des personnes qui ne pensent pas comme le leader a pensé, je pense que ça donne le résultat que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui maintient, selon vous, l'ANC en vie aujourd'hui, malgré des divisions internes? Le passé. On a parlé tout à l'heure il y a un cordon qui lie tous ces gens-là par leur histoire. Ils se disent, bon... Ils sont nostalgiques. Ils sont nostalgiques, voilà. Merci du mot. C'est cette nostalgie-là d'être ensemble, d'avoir vécu une histoire forte et de se dire, si nous ne sommes pas ensemble, est-ce qu'on ne perd pas? Donc, il y a ce faisceau d'images de ce qu'ils ont vécu, qui cristallise, n'est-ce pas, le regard vers une communion beaucoup plus grande. Oui. Mais il faut aussi se dire qu'à l'intérieur, ne soyons pas angéliques aussi. Ne soyons pas angéliques. Il y a des divisions internes. Il y a des divisions internes. Il y a son lot de choses négatives également. Divisions voulues par les leaders eux-mêmes ou peut-être instrumentalisées de l'extérieur. C'est possible encore de le vérifier. On aura le temps de revenir sur ces débats, mais comment voyez-vous l'issue des élections du 8 mai prochain?
Oui, mais le président actuel va très fort. Hein, il est, dans les sondages, il s'est dit même majoritaire. Donc, moi, je le vois en train d'avoir un boulevard devant lui. Oui, non, je pense que c'est gagné d'avance dans ce sens-là. Même s'il y a des remous, même s'il y a des soubresauts, je pense que l'ANC va revenir donc au pouvoir, va avoir tous les sièges qu'il faut à l'Assemblée nationale. La tête du pays va conforter son avantage à l'issue de cette élection. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, Barry Mbob. Je rappelle que vous êtes expert consultant en communication. Et Arnaud Lilian-Billier, qui n'est plus à présenter, pratiquement un chroniqueur de cette émission. À très vite sur Gabon 24.